Bonsoir à tous, ravi de vous Bonsoir. retrouver sur les antennes du MUFON France. Alors, nouveau format pour ce soir, nous inaugurons un nouveau cycle qui sera le format plus habituel pour les émissions du MUFON France. Bonsoir Camille, ravi de te retrouver. Ouais, ça fait longtemps pour moi du coup. Les gens se sont J'ai eu inquiétés, ils ne une te voyaient semaine de plus, hein. pause. Ouais, voilà, les gens étaient très inquiets, ils disaient mais où est Camille, où est Camille? Mais elle est là, rassurez-vous, nous ne l'avons pas perdue. Pour cette première émission, nous avons le plaisir, et c'est réellement un plaisir, d'accueillir de nouveau Pierre Lagrange. Alors, il faut savoir, Pierre, que votre première émission, je trouve, a eu un beau succès. On a eu des commentaires vraiment positifs, des gens qui ne vous connaissaient pas et qui ont été vraiment intéressés par votre présentation et par votre explication des choses. Et puis des gens aussi qui vous connaissaient et qui étaient ravis de vous voir à l'écran parce qu'ils sont un petit peu comme nous. Ils continuent à dire que votre parole est quand même malgré tout encore trop rare. Donc c'est un vrai plaisir de vous accueillir de nouveau pour cette nouvelle émission du MUFON. Bonsoir Pierre. Bonsoir et merci beaucoup pour cette nouvelle invitation. Alors j'ai regardé justement un peu quand on voyait l'émission précédente. En fait, le problème c'est qu'il y a plein de questions qui défilaient auxquelles on n'a pas Ouais. répondu. Bon, c'est un peu difficile de C'est répondre à compliqué toutes en les questions que live les de gens peuvent. répondre à tout le monde. Alors effectivement, c'est un nouveau format, alors vous le verrez, mais nous l'aurons enregistré. C'est-à-dire que pour cette émission, nous n'aurons pas les questions en direct. C'est pas très grave, puisque là, sur ces émissions, nous allons essayer de vous proposer des thèmes plus définis, puisque les émissions précédentes, c'était le MUFON part en live, et ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que vous pouvez partir dans tous les sens. On l'a parfois Plus de fait. la discussion en fait. Et c'était Discussion passionnant, au fur et à hein. mesure. Tandis que là, le but c'est d'aborder un sujet et de discuter tout autour d'un sujet et d'aller plus au fond des choses, je pense. On va mettre une étiquette sur le pot de confiture pour savoir ce que vous allez mettre sur la tartine. Voilà, c'est ça l'idée. D'accord. Alors Voilà. avec Pierre justement sur la dernière émission, on est arrivé à un moment charnière justement entre l'histoire, l'observation de Kenneth Arnold et sa rencontre avec un personnage très important, une cheville ouvrière de l'ufologie des années 50, c'est Ray Palmer. Alors nous avons proposé à Pierre de continuer à cheminer sur ce chemin chronologique avec ces deux personnages et nous lui avons proposé de nous éclairer justement sur qui était ce fameux Ray Palmer. Pierre a accepté et je peux vous dire que je pense qu'on va passer une heure ensemble d'excellente qualité, instructive, enrichissante et puis aussi distrayante malgré tout. Alors on aura mis en barre de description le lien vers la précédente vidéo. Oui. Mais avant de commencer, est-ce que Pierre, vous pouvez nous dire en deux mots qui sont ces deux personnes, Kenneth Arnold et Ray Palmer? Alors oui, la dernière fois donc on avait commencé un peu à raconter donc l'histoire d'Arnold. Kenneth Arnold, c'est l'homme qui est à l'origine du débat, de la controverse sur les soucoupes volantes. C'est à la suite de son observation en 1947 qu'on a commencé à parler de soucoupes volantes. L'expression a été inventée à la suite de la publication de son observation dans les médias américains. Donc à l'époque, en 1947, c'est un homme d'affaires, il a 32 ans, il a une petite société où il vend, en fait, il installe des matériels de lutte automatique contre les incendies dans les coins reculés du Nord-Ouest. Et il a un avion, il est pilote privé, et il a un avion personnel. Et en fait, le 24 juin, donc c'est un mardi 24 juin 1947, après son travail, il se trouve à Chehalis, qui est une ville qui se trouve à l'ouest de l'État de Washington, donc dans le nord-ouest des États-Unis. Et il prévoit de se rendre à Yakima, qui est une ville qui se trouve au centre de l'État de Washington, et il doit passer par une zone de montagne qui est notamment dominée par un volcan quasiment éteint de la chaîne des Cascades qui s'appelle le Mont Rainier. Et là, il veut passer un peu de temps pour voir s'il arrive à repérer un avion qui s'est perdu en décembre 1946 dans les glaciers probablement du Mont Rainier, qu'on n'a pas retrouvé donc depuis, et qui transportait 32 Marines qui sont décédés, qui ont disparu à cette occasion-là. Je crois qu'il y avait une récompense aussi, non, qui voilà, était... les familles des disparus avaient offert une récompense de, je crois à l'époque c'était $5000, ce qui est une somme tout à fait correcte, à qui permettrait de découvrir l'épave, parce que bon, cet avion n'avait aucune nouvelle. Ce qui était à peu près sûr, c'est qu'il s'était crashé, mais on ne savait pas où il s'était crashé. Et donc Kenneth Arnold passe
arrive vers le mont Rainier donc, et survole la zone, les glaciers qu'il y a autour, pour essayer de voir s'il repère quelque chose. Et en fait, un peu avant 15 heures, on est le 24 juin, il fait très très beau, le ciel est transparent, un peu avant 15 heures, il observe une série de flashs. Et au milieu de ces flashs, il voit une chaîne d'objets, ce qu'il appelle des engins, volants, qui ont une forme bizarre, qui ont un comportement étrange également, et surtout qui vont à une vitesse qu'il estime être 2 fois la vitesse du son. Et ça ne colle pas avec ce qu'on connaît de l'époque. Et son observation, donc, il va la rapporter d'abord à des amis pilotes, ensuite il va la rapporter à des journalistes le lendemain, et ça va lancer donc cette histoire de ce qu'on va se mettre à appeler soucoupe volante. Alors là, ce qu'on voit sur l'image, justement, c'est une image plus tardive d'une représentation d'un de ces objets qu'il a fait réaliser en 1950. Parce qu'en fait, Kenneth Arnold, et donc là, on voit Kenneth Arnold au début des années 60, il est plus âgé, c'est à l'époque notamment où il se lance en politique, et en fait, entre son observation et le début des années 50, il va énormément réfléchir à ce qu'il a vu, et notamment, il va se poser beaucoup de questions sur la forme réelle des objets. Parce qu'il les avait décrits au départ comme des objets qui étaient un peu comme des soucoupes, à part qu'ils étaient très arrondis à l'avant et plus triangulaires à l'arrière. Mais ça ressemblait un peu à des plats. Simplement, ils étaient un peu asymétriques, on va dire. Mais il a longtemps pensé qu'un des objets était différent, avait une forme plus comme en croissant, comme on le voit là, sur cette image. Et en fait, il s'est toujours demandé si cet objet était comme les autres, mais c'était l'angle de vue qui le faisait apparaître comme on le voit là, ou s'il était réellement différent. Et en fait, ça va être vraiment une des sources d'interrogation d'Arnold. Pendant un bon moment, il va se demander quelle était la forme réelle des objets. Et en 50, donc, il fait réaliser cette peinture en noir et blanc qu'il va utiliser ensuite en couverture d'une brochure qu'il va publier. Et donc, il arrive à la conclusion qu'en fait, un des objets avait vraiment une forme différente. Et donc, il y avait 2 types d'objets, en fait, parmi ceux qu'il a vus. Donc, voilà. Son observation donc, va faire beaucoup de bruit, va ensuite lancer une polémique. D'autres personnes vont rapporter avoir vu également des choses, des pilotes, mais des tas de citoyens américains. Puis, ça va dépasser les frontières des États-Unis. L'armée va lancer une enquête. Et ouais, ça va vraiment être une flambée, en fait. Hein, oui. Ça va devenir exponentiel tout de suite, quand même. En fait, Arnold est le premier surpris de ce qui se passe, c'est-à-dire que lui, il essaie de trouver une réponse à ce qu'il avait vu, mais le fait d'en parler à des journalistes a déclenché, sans le vouloir, une espèce de raz-de-marée médiatique, et même les journalistes, on avait discuté la dernière fois, ne s'attendaient pas à une réaction aussi démesurée. Et parmi les phénomènes qui vont participer à l'amplification de ce débat, il y a le fait que très rapidement, des dizaines et des dizaines de gens vont dire « moi aussi j'ai vu ces fameuses soucoupes ». Et là, Kenneth Arnold est le premier surpris parce que lui, il pensait que c'était probablement des armes secrètes qui étaient testées soit par les Américains, soit peut-être des engins russes envoyés par-dessus l'épaule. Ça, c'est très important, Pierre. Kenneth Arnold, en 1947, pour lui, c'est du matériel bien de chez nous. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il est dans le débat sur les armes secrètes. Il n'est pas dans les histoires d'extraterrestres. C'est ce que j'avais posé comme question. Personne ne parle de thèse exogène, en fait. Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que dès le lancement de la nouvelle dans la presse, il va y avoir des gens qui vont évoquer les extraterrestres. Mais c'est sur un ton différent. En fait, c'est comme un sujet de plaisanterie à ce moment-là. Dans la presse américaine de l'été 47, quand on parle des extraterrestres, c'est pour en fait insister sur le fait que les gens ne croient pas à cette histoire, c'est-à-dire qu'on le renvoie aux martiens, quoi. Mais Kenneth Arnold, il n'est pas du tout sur cette discussion-là. Lui, en fait, il réagit en tant que patriote, il a vu quelque chose, il estime que ça peut relever de la sécurité nationale, donc il doit le rapporter. Et ce qui le surprend, c'est pas qu'il y ait d'autres observations, c'est qu'il y en ait autant. C'est-à-dire que si on se met dans le contexte de quelqu'un qui pense avoir vu des engins secrets, il n'y a quand même pas de raison que des centaines de gens se mettent à les rapporter. Il ne devrait pas y en avoir partout, effectivement. Voilà. On peut imaginer qu'il y ait des vols
de missiles guidés ou d'objets un peu nouveaux dans certaines régions. Mais de là à ce que tous les États-Unis se mettent à en voir dans tous les coins, C'est pas logique. il est le premier à se dire il y a un truc qui va pas, quoi. Et en fait, Oui, Kenneth le Arnold programme lui-même va secret n'est dire plus si secret. comment? Je dis le programme secret n'est plus si secret s'il y a Ah beaucoup oui, de là c'est plus personnes gros, qui font oui. des observations. Oui, c'est une démonstration de grande envergure. Là, à ce niveau-là, ça n'a plus rien à voir. Et c'est ce qui fait en fait complètement déraper le débat. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a beaucoup trop de témoins. Donc l'histoire après va du coup partir dans d'autres directions. Mais les militaires, eux, vont enquêter. Il y a tout un tas de personnes qui vont continuer à s'y intéresser. Les observations vont continuer de se dérouler, ce qui fait qu'en fait le phénomène va dépasser l'été 47 et va s'installer dans la longue durée. Ce qui fait qu'après, il y a tout un tas de... alors, une enquête militaire qui va être déclenchée à partir de l'été 47, mais formellement à partir de janvier 48, qui va prendre le nom de projet SIGN et qui ensuite va être connu sous le nom de projet Blue Book. À partir du début des années 50, il y a des auteurs qui vont commencer à publier des livres sur ce sujet-là. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, le sujet devient un sujet en soi d'interrogation. C'est plus lié à la guerre froide, c'est plus lié... alors, c'est toujours lié au débat sur est-ce que les gens ont halluciné ou pas. Et en fait, c'est ce débat-là qui va se prolonger pendant des décennies. Et Kenneth Arnold, lui, va se retrouver dans une situation très bizarre où, en fait, au départ, il a rapporté ça par sentiment patriotique, mais il ne va pas être pris au sérieux, donc on va quand même beaucoup se moquer de lui dans les médias et puis le public. Et donc, il va se placer dans une situation où il essaie désespérément de trouver une explication et d'accumuler des preuves de la réalité de ce qu'il a vu. Et ça, c'est son problème. Donc, il va s'intéresser aux autres observations. Alors, il va en écarter la plupart. Tout ce qui est en gros observé depuis le sol, il a tendance à le considérer comme n'étant pas très sérieux. Par contre, quand d'autres pilotes font des observations, il estime que, en gros, ils appartiennent à une même catégorie, on va dire, de gens qui sont habitués à observer le ciel, et il va s'intéresser aux observations des autres pilotes. C'est pas totalement idiot comme réflexion au final de dire on parle à des spécialistes et les spécialistes, voilà, eux, vont me donner des témoignages de meilleure qualité quand même. Voilà, ils considèrent que les pilotes sont plus entraînés et sont surtout dans une position plus adaptée pour observer d'autres phénomènes dans le ciel. Et l'autre problème, c'est qu'il va chercher, en dehors de ça, il va essayer de chercher tous les cas qui pourraient, sur lesquels on pourra avoir autre chose qu'un simple témoignage, c'est-à-dire des photos, des traces. On ne parle pas encore de traces à cette époque-là, mais quelque chose comme quelque chose à manipuler, des objets, des traces diverses, quoi. Et après son observation, donc dès que son observation fait la une des journaux, il va commencer à recevoir beaucoup de courriers. Des tas de gens qui vont lui écrire de partout. J'ai même découvert qu'il avait reçu un courrier d'un Français qui lui avait écrit de Paris à l'époque. Donc ça permet de voir un peu l'ampleur du phénomène à ce moment-là. Ça dépasse les frontières très vite et des tas de gens se mettent à lui écrire. Et comment il faisait? Il mettait Monsieur Kenneth Arnold ou il avait donné son adresse? Enfin, c'est quand même... c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les mails, mais... Oui, mais alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, avec les articles, on sait que c'est un pilote de Boise dans l'Idaho. Ouais. Donc, la plupart des gens, moi, j'ai vu un certain nombre d'enveloppes de ce qui restait de cette correspondance, justement, et les gens écrivent Kenneth Arnold, Boise, Idaho. Voilà, ouais, tout simplement, quoi, voilà. Voilà. Et ça lui arrive. Alors, parfois, il y a to the famous pilot Kenneth Arnold, donc les gens précisent une information pour le facteur, mais en gros, le courrier est arrivé, il n'y a pas eu de problème. Bon, ça pourrait marcher à Valensole, hein, tu me diras, Camille. Hein. Mais je pensais exactement à ça parce que Maurice Chaspoul, qui a gardé en mémoire tous les courriers justement qu'a reçu Maurice Mas à l'époque, mais il y a des courriers qui viennent du monde entier avec des adresses un peu farfelues en fait. Mais tout est arrivé à bon port. Mais il y a eu vraiment beaucoup de courriers aussi envoyés à Maurice Mas à l'époque. Oui, donc je pense que les gens réagissaient de la même façon. Ils se disaient, bon, comme il est connu, ils vont bien arriver à le trouver. Et je crois que les facteurs ont une espèce de point d'honneur à trouver le destinataire d'un courrier, de toute façon. Donc, oui, puis bon, là, je veux dire, Kenneth Arnold comme Maurice Mas, généralement, ça fait le tour de la ville, ça va très vite. Donc, au final, le facteur, il sait très bien où livrer le courrier. Hein.
Le facteur, il a dû pas l'aimer pendant un moment quand même, hein, parce qu'il a dû un peu lui alourdir la tournée quand même. Ben, alors, le problème, c'est qu'il a reçu beaucoup de courriers. Le problème, c'est que quand moi, je suis allé rencontrer la famille Arnold en 1988, Madame Arnold avait fait le ménage quelques années plus tôt. Ouais. Et elle avait viré une partie de cette correspondance qu'elle se disait, ça n'intéressera jamais personne. Oui. Voilà. Alors, C'est elle en vrai avait gardé. qu'aujourd'hui, on scannerait tout et puis on mettrait ça dans un fichier, quoi. Voilà. Oui, mais Et il encore. y a un moment où elle s'était dit, ça n'a plus d'intérêt, quoi. Disons qu'elle n'a pas appréhendé ces choses-là dans le même état d'esprit où moi je l'appréhendais. Donc Parce que Kenneth Arnold est décédé en quelle année? En 1984. D'accord. Il n'était pas très âgé, il est né en 1915 et il avait 70, mais il est décédé d'un cancer, donc il est tombé malade. Et donc il est décédé, je crois, c'est en janvier 84, enfin 1984. Et on peut imaginer qu'il a vécu toute sa vie avec ça, quand même, avec ce mystère. Alors, oui, ça c'est quelque chose qui lui est resté collé à la peau. D'abord parce qu'il a continué à s'y intéresser, et puis parce que les gens se sont chargés de lui rappeler qui il était. Donc, c'est quelque chose qui est devenu une espèce de stigmate. Alors, à différents niveaux, c'est-à-dire que pour certaines personnes, il était un héros. Ouais. Pour beaucoup d'autres, il était le gars qui a vu des soucoupes volantes, ce qui n'est pas toujours très glorieux selon l'intonation. Quand on parle de soucoupe volante, on voit comment les gens en parlent, quoi. Et pour beaucoup de gens, c'est resté un sujet de plaisanterie. Donc ça lui a valu une certaine marginalité. Et ces filles m'ont raconté que gamines, elles en ont souffert un petit peu, parce qu'elles étaient les filles du gars qui avait vu des soucoupes. Et pour certaines personnes, c'était en gros comme il parlait d'un témoin d'OVNI comme on parlerait d'un alcoolique, quoi. En gros, c'était un peu ça, quoi. Ouais, c'était un farfelu, c'était un fêlé, quoi. Voilà, le gars. Oui, ceci dit, il valait mieux pas le dire devant Kenneth Arnold parce que c'était quelqu'un qui avait, comment dire, ça avait l'air d'être un gaillard quand même. Hein. Voilà, c'était un ancien athlète. Ouais, voilà, il avait été champion de natation et il était spécialiste de nage, de plongeon acrobatique notamment. Et il avait fait du football. Il était quasiment arrivé à un niveau professionnel en football américain. Football américain, pas la balle, comme on connaît nous. Donc, c'était quelqu'un qui était un sportif avant. Et alors, il n'était pas immense, hein, mais il avait une certaine carrure. Et puis, c'était pas quelqu'un qui se laissait intimider. C'était quelqu'un de très autoritaire. Et je pense que j'aurais déconseillé à qui que ce soit de se moquer de lui face à lui, quoi. C'était sans doute pas une bonne idée. Il fallait mieux pas le chercher, c'est sûr. Voilà. Il fallait pas le taquiner. C'était vraiment le stéréotype du self-made man, Kenneth Arnold. Il était parti de zéro, il s'était construit, il avait construit son entreprise, il était devenu financièrement assez à l'aise apparemment, et donc il avait une vision très, très américaine, il était républicain, donc il était dans cette conception du gars qui s'est fait tout seul, et en gros on n'avait pas de leçon à lui donner, quoi. Donc voilà. Mais et donc pas lui expliquer ce qu'il avait vu non plus, quoi. Oui, alors ça aussi, c'est-à-dire que tous les gens qui ont essayé d'expliquer son observation, ça l'a mis un peu en colère, quoi. Et il a eu notamment en 1977, l'occasion de rencontrer Heineck, l'astronome. Ouais. Et parce que Heineck avait proposé une explication de l'observation d'Arnold. Il avait expliqué. Lui, les pélicans ? Non. Comment ? C'était lui qui avait sorti les pélicans ? Non, les pélicans, c'est beaucoup plus récent. Mais Heineck, en fait, en 1948, quand il est consulté par l'US Air Force, il va passer en revue tous les cas qui ont déjà été engrangés par ce qui deviendra le projet Blue Book, et il essaie de voir s'il y a des explications astronomiques ou d'autres. Alors, en général, il se cantonne à l'astronomie. Mais sur l'observation de Kenneth Arnold, il a l'impression qu'il y a quelque chose d'incohérent entre la distance et la taille apparente et l'évaluation des tailles données par Kenneth Arnold. Et donc, Heineck conclut que les objets étaient probablement beaucoup plus proches, allaient beaucoup moins vite, et que Kenneth Arnold se serait trompé là-dessus. Arnold va en entendre parler, parce qu'en 1949, cette explication va être, si je me souviens bien, répercutée dans un mémorandum que l'Air Force va rendre public. Et donc, en 1977, il a l'occasion de rencontrer Heineck, et je pense que ça a été un petit peu tendu, la discussion. Ah oui, il avait la rancune tenace quand même. Ah bah oui, il ne l'a pas oublié, oui, bien sûr.
Parce Bon. que ça, il considérait que c'était pas normal qu'on discute dans son dos, on va dire. Donc le fait qu'Heineken ait donné une évaluation sans avoir la courtoisie de venir lui en parler, c'est un truc qu'il avait, il l'avait gardé en mémoire, quoi. Donc, alors j'ai pas le détail. J'ai pas, ça n'a pas été filmé malheureusement. C'était pendant le congrès organisé par le magazine Fate à Chicago en 77, dont Arnold était une des vedettes. Mais il y avait également Hynek qui était devenu une figure évidemment incontournable de l'ufologie. Donc il y avait comme ça quelques figures. Hynek et Arnold, c'était deux des vedettes à l'époque. Et bon, ils n'étaient pas complètement d'accord sur la manière d'estimer une partie des faits, on va dire. Alors peut-être qu'Hynek était revenu un petit peu sur son explication aussi, mais ça on ne le sait pas donc. Alors il l'a reprise dans un de ses livres, donc je ne suis pas persuadé qu'il avait vraiment changé d'avis. C'est pour ça que je serais très curieux de savoir comment la discussion s'est déroulée. Donc, bon. Ça fait partie des choses qu'on ne saura jamais, hélas. Alors, il y a quelques personnes qui ont peut-être assisté. Je sais que ça a eu lieu. On a quelques détails sur, en gros, ce qu'ils ont dû se dire, mais on n'a pas un détail précis. Il faudrait demander à Jérôme Clark ou une des personnes qui participaient à ce colloque, qui l'ont même co-organisé. Est-ce que par hasard, ils ont assisté à la discussion? Est-ce que quelqu'un a rapporté les faits? Comment ça s'est passé entre eux? Ou est-ce que ça s'est passé à huis clos? Bon, il faudrait que je regarde. Peut-être que dans la documentation que j'ai, il y a peut-être des détails, mais c'est pas quelque chose que je garde en mémoire. Je garde l'événement a eu lieu, mais j'ai pas de détails précis sur la nature de la discussion. Voilà. Alors, ce que vous nous aviez expliqué, c'est qu'effectivement, alors j'invite bien sûr, je vous invite à aller sur la page YouTube de Projet Crank. Où Pierre a fait des capsules très très intéressantes, dont la capsule effectivement sur Kenneth Arnold, qui est vraiment très très bien faite, je trouve. Mais on sait que Kenneth Arnold va aller dans une radio assez rapidement aussi. Alors en fait, la petite vidéo que j'ai faite, c'est un petit bout de l'histoire. C'est vraiment le début quand il rencontre les journalistes. Donc c'est vraiment la rencontre avec les journalistes de l'Historygonian. Donc ils vont lancer l'histoire. Et c'est là où on découvre que le terme soucoupe volante, enfin comment s'est créé le terme soucoupe volante. Donc c'est quand même. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Kenneth Arnold, donc le 24 juin, il fait son observation. Le 25 juin, comme il a trouvé aucun interlocuteur officiel, on va dire, il a essayé d'aller trouver le FBI, le bureau local est fermé, ses amis pilotes n'ont pas d'explication, et donc, en désespoir de cause, il se tourne vers le journal local. Et donc, il débarque, il rencontre les journalistes de l'Historygonian. Alors, ça, longtemps, c'était un épisode qui était inconnu. C'est-à-dire que je suis allé le déterrer parce que j'ai retrouvé justement les premiers articles et j'ai retrouvé le journaliste qui a véritablement lancé l'affaire, Bill Beckett. Et ce journaliste qui donc travaillait à l'époque dans Pendleton, c'est une toute petite ville du nord-est de l'Oregon. Et donc, c'est vraiment un journal local. Mais ce que Bill Beckett va faire, c'est qu'il va, avec un autre journaliste, ils vont proposer à Arnold de publier l'histoire dans le journal. Et ils vont également proposer, en fait, ils vont pas lui proposer, ils vont le faire automatiquement. Arnold n'est même pas au courant. Ils vont envoyer une dépêche sur le réseau de l'Associated Press. Parce que ça fait partie des tâches. Chaque journal local alimentait l'Associated Press en informations locales. Et certaines de ces informations, qui étaient jugées par le bureau régional potentiellement d'intérêt national, étaient rediffusées sur le câble national. C'est-à-dire qu'il y avait deux réseaux, l'Associated Press, il y avait un réseau local. Donc, quand Bill Beckett a envoyé la dépêche, il l'a envoyé à Portland, au bureau régional, mais il l'a également envoyé aux rédactions locales. Et à Portland, il y a quelqu'un qui a jugé que ça pouvait ça pouvait avoir un intérêt national, et donc ils ont retravaillé la dépêche, et là, ils l'ont envoyé à tout le monde. Et c'est à cause de ça que l'histoire a démarré, parce que si cette dépêche n'avait pas été envoyée, on n'aurait sans doute jamais entendu parler de l'observation de Kenneth Arnold. Elle serait restée un événement totalement local. À partir du moment où ça déborde le cadre local, d'autres journaux à Chicago, un peu partout, vont envoyer des questions. Et là, Bill Beckett va être le premier surpris, les journalistes de l'Historygonian également, et il va retourner voir Kenneth Arnold, l'interroger à nouveau, et c'est à partir de là que le phénomène décolle. Et à partir du lendemain, quasiment tous les journaux vont parler de cette histoire, vont rapporter, publier les dépêches.
et rapporter déjà les premières discussions qu'il y a, parce que le Pentagone a été contacté, des scientifiques, en fait, tout un tas d'experts ont été contactés pour essayer d'avoir des solutions. Et donc Ça doit l'affaire être assez rare quand même, non, qu'une nouvelle comme ça, assez pas anodine, mais enfin un fait divers comme ça, d'un coup explose partout dans le pays. Ouais, les journalistes n'ont pas dû comprendre, quoi. Oui, mais c'est ça en fait comment dire, le mystère, c'est qu'est-ce qui a déclenché cet intérêt. Parce que on aurait pu penser que ça passe justement inaperçu parmi tout un tas d'autres faits divers, et que bon, là il se trouve que ça a suscité l'intérêt. Et le vrai problème, c'est pourquoi il y a eu une telle réaction. Et alors en plus, bon, il y a tout un tas de rédactions donc qui vont réagir, mais au départ, les gens réagissent indépendamment les uns des autres. Mais très vite, une fois que la première boucle a été faite sur le réseau de l'Associated Press, tout le monde est au courant que les autres réagissent. Et à partir de là, ça va prendre, la mayonnaise va prendre et ça va enfler. C'est ça, le truc. Et donc, il y a un moment, en fait, où le phénomène dépasse le cadre local, quoi. Ouais. Donc, national, ouais. Comme on dirait aujourd'hui, ça fait le buzz et du coup, voilà. ça se diffuse partout. C'est ça. Et c'est là où ça devient incontrôlable, parce que on est dans une controverse médiatique, et du coup, Kenneth Arnold, lui, il est à Pendleton, et il peut plus rien contrôler de ce qui se dit. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont appeler Pendleton pour avoir des informations, pour lui parler, mais comment dire, on va pas avoir un phénomène où les gens vont lui envoyer l'article pour le faire relire ou des choses de genre. Ça va trop vite. Donc en fait, tout le monde va discuter dans son coin sur cette histoire, et un peu partout, les gens vont en rajouter, on va dire. Et puis surtout, il y a ces autres témoins qui émergent. Donc en fait, le phénomène prend une ampleur tout de suite qui dépasse le cadre local. Et là, peu à peu, à partir du lendemain, on voit que les journalistes commencent à imaginer, à appeler ces objets avec tout un tas de termes très variés. Il y a tout un tas d'expressions qui fleurissent pour faire les manchettes, en fait, pour faire les titres des journaux. Et parmi ces expressions, pour bien expliquer, le journal sort, et là, vous avez des lecteurs de ces journaux un peu partout dans le pays qui vont voir le journal et qui disent « mais moi j'ai vu un truc aussi, quoi ». C'est ça qui s'est passé. Alors, il faut aussi penser qu'il y a la radio. D'accord, la radio aussi, mais d'accord. Dès la veille, la radio a commencé à répercuter l'information. Alors là, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup, on n'a pas grand-chose sur la radio, parce que les gens n'ont pas gardé une trace des toutes premières émissions radio, parce que c'était des dépêches dans le cas des journaux, quoi, tout simplement. Voilà. Pas tout, Donc ça, c'était il y aura des traces dans les semaines qui vont suivre, mais le soir même. Donc, ce que je sais, c'est que la radio a réagi, et donc la radio, évidemment, va tout de suite amplifier le phénomène. Et ça, c'est ce qui fait que dès le lendemain, on a d'autres témoins qui se signalent. Et donc, après, ça devient c'est une espèce de surenchère. Donc, il y a des témoignages, il y a de nouveaux détails, il y a des spéculations qui vont dans tous les sens. Mais majoritairement, Kenneth Arnold, lui, en fait, il voulait que la discussion se cantonne à la question d'identifier les engins. C'était ça son problème. Pas de spéculer sur ce qu'ils étaient. Enfin, voilà. Parce que lui, comment il réagit au fait que ça prenne autant d'ampleur? Parce que c'est très rapide. En quelques jours, en fait, tout le pays est au courant. Toutes les radios en parlent, et tous les journaux aussi. Donc, je pense qu'il ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il y ait autant de bruit autour de son témoignage. Oui, il est le premier surpris, en fait, par ce qui se passe. Il ne s'attend pas du tout il s'attend pas du tout à ça. Et puis surtout, il se rend compte que le débat ne part pas du tout dans la direction qu'il avait imaginée. C'est-à-dire que lui, en fait, il cherche à identifier quelque chose en fait de matériel, d'assez technique, alors que les questions qui sont posées et les autres témoignages partent un petit peu plus dans un sens peut-être plus exogène, du coup. Non, parce que alors, les autres témoignages, ils sont aussi on a observé des engins bizarres. Mais ce qui se passe, c'est que, alors que lui et probablement une partie des témoins sont sur le paradigme de l'arme secrète, le débat va partir dans la science-fiction, on va dire. C'est-à-dire que les gens vont se mettre à plaisanter du sujet. Et c'est parce qu'ils plaisantent du sujet que tout de suite, ils partent sur les martiens. C'est-à-dire qu'en fait,
Voilà, c'est sur le comme thème il- de la rigolade, quoi. D'accord. C'est ça. C'est une bonne D'accord. blague, en fait. C'est-à-dire que vous avez entendu parler de ce mec qui a vu des soucoupes volantes, quoi. Et donc, des soucoupes volantes, on passe aux martiens. Comme il y a tout un tas de termes comme ça, un peu amusants, qui sont forgés, donc parmi, enfin, vraiment, la presse du lendemain, il y a une foule d'expressions qui sont utilisées, train aérien, enfin, on voit de tout. Et il y a Oui, même donc en très, fait, toute la discussion, en fait, il y a une partie de personnes qui prennent ça sérieusement en essayant d'identifier clairement l'objet. Et tous les autres, en fait, ça prend polémique, mais autour de la plaisanterie. Il y a personne, en fait, qui va se poser vraiment la question de si c'est extraterrestre ou pas. Ça va être vraiment que de la rigolade d'aborder ce sujet-là. En fait, quand ils font référence aux extraterrestres, c'est en référence à la science-fiction populaire, Mm. aux comics, et donc Mm. c'est en fait pour signifier qu'en gros, c'est une blague. Ouais, Mm. C'est ça. c'est pas solide, C'est quoi. pas, on n'est pas à l'époque de Donald Keogh 3 ans plus tard, qui lance l'hypothèse interplanétaire comme une hypothèse sérieuse. C'est pas du tout le même Mm. état d'esprit. C'est vraiment, c'est la déconne, quoi. De la moquerie Voilà. aussi. Les gens, c'est l'été 47. On est après la guerre, mais contrairement à ce qu'ont écrit beaucoup d'historiens ou de gens qui ont étudié ce phénomène d'un point de vue historique, ça n'est absolument pas vrai que le contexte de la guerre froide domine ce débat. Parce que si le contexte de la guerre froide avait dominé ce débat, ben, il l'aurait pris beaucoup plus au sérieux. Il n'aurait pas Oui. pris la plaisanterie. Oui, c'est Le d'autres fait, questions qui auraient été soulevées, en fait. ben, c'est-à-dire que Kenneth Arnold, lui, il est sur le contexte de la guerre froide. Il pense que ce sont des armes secrètes. Mais le débat qu'il y a dans la presse, qui est majoritairement sur ben, les témoins ont dû se tromper, dans le meilleur des cas, c'est les témoins ont dû se tromper. Bon. Et dans le pire des cas, c'est ouais, ok, ils ont vu des trucs de science-fiction. Et là, on n'est plus du tout sur la guerre froide, on est sur le débat sur les gens ont eu des hallucinations. Oui, donc le Kenneth Arnold patriote il doit probablement être frustré par l'évolution dans ce sens-là, en fait, tout simplement. Oui, c'est parce que son histoire, elle passe à la trappe. Et alors là, ce qui est très important, c'est qu'en fait, il faut comprendre cette différence de réaction. Parce que Kenneth Arnold, lui, il vit dans le Nord-Ouest et il est resté en fait dans l'état d'esprit de la guerre. Parce qu'il y a un épisode qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Il n'y a que quelques historiens qui travaillent là-dessus. C'est que nous, on vit, on a notre souvenir de la Seconde Guerre mondiale, c'est que, en gros, le théâtre de la guerre, ça c'est dans le Pacifique et en Europe, et que les États-Unis ont été préservés. Il n'y a eu que Pearl Harbor qui a été attaqué. Pearl Harbor, ouais. Voilà. Mais en fait, ce qu'on a complètement oublié, c'est qu'à partir du moment où Pearl Harbor est attaqué, les Américains vont vivre dans la hantise d'être eux aussi attaqués sur le sol américain. D'accord. Parce que Pearl Harbor, c'est la base dans le Pacifique qui protège, qui fait comme un cône, qui protège la côte californienne et la côte du nord-ouest des États-Unis. À partir du moment où Pearl Harbor est tombé, c'est en fait la base par laquelle il faut passer pour éventuellement attaquer la côte américaine. Donc, les Américains vont vivre dans l'idée que les Japonais peuvent à tout moment envoyer des raids de zéro au-dessus du territoire américain. Et il faut bien comprendre que là, on n'est pas dans une croyance populaire, c'est-à-dire que l'armée américaine va mettre en place un programme extrêmement sérieux avec des films de propagande et tout, pour inciter les Américains qui ne vont pas à la guerre, c'est-à-dire tous ceux qui, parce que tous les Américains jeunes vont être enrôlés et partir notamment sur le front européen ensuite, et puis dans le Pacifique, parce que c'est d'abord les Japonais. Le différent des Américains, c'est d'abord avec les Japonais, puisque c'est Pearl Harbor. Mais il faut savoir que tous les autres Américains, les Américains un peu plus âgés qui restent sur le territoire américain, qui vont eux participer à l'effort de guerre, notamment les femmes vont aller travailler dans les usines, elles vont fabriquer tous ces super forteresses volantes qui vont attaquer ensuite les nazis et les Japonais. Il faut savoir qu'en très peu de temps, les Américains vont se surarmer comme jamais ils l'avaient fait. Et ce qui se passe donc, c'est que il y a cette idée que le sol américain peut être attaqué, et donc l'armée va mettre en place tout un programme en enrôlant une partie des citoyens, en leur disant maintenant vous devez surveiller le ciel.
Et donc, à l'époque, il n'y a pas de radar. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de radar. Le radar sera inventé par les Anglais et les Allemands un peu plus tard. Et donc, la côte ouest, la côte est et même les frontières avec le Mexique et le Canada vont être l'objet de postes de surveillance qui vont être installés physiquement, où on va demander aux citoyens américains de surveiller le ciel, notamment le long des côtes, et de mettre en place des corps. Ils vont créer des corps d'observateurs au sol, des Ground Observer Corps, qui vont avoir même des grades. C'est un corps civil, mais c'est civil, militaire. Et donc, quand un patriote à l'époque se doit d'observer des heures de veille et de surveiller le ciel. Donc, on ne peut pas comprendre Kenneth Arnold si on ne comprend pas cette histoire. Et oui, ça, en fait, il a témoigné par citoyenneté, juste pour la protection de son pays, à la base. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, alors on reste toujours dans l'histoire, nous, l'histoire dont on se souvient, c'est qu'encore une fois, le sol américain n'a pas été attaqué. Ben, c'est pas vrai, en fait. Parce qu'il n'y a pas eu de raid d'avions japonais au-dessus du territoire américain. Et les Allemands n'ont pas non plus attaqué. Il faut savoir quand même que les U-boats allemands, par exemple, sur la côte Est, sont arrivés jusque dans la rade de New York. Oui, donc on peut dire qu'ils étaient sur le, enfin, ils n'étaient pas sur le sol américain, mais enfin ils étaient dans la zone américaine, quoi. S'ils avaient lancé des torpilles, ils pouvaient démolir une partie du port de New York. Bon, ça s'est pas passé. Mais par contre, les Japonais ont lancé des milliers de ballons avec des bombes incendiaires qu'ils ont laissé dériver au-dessus du Pacifique en utilisant le jet stream qu'ils ont découvert en fait à cette occasion-là. Ils ont découvert qu'il y avait un courant aérien en très haute atmosphère qui allait de l'Asie à la côte américaine. Et donc, ils ont lancé des milliers de ballons qui ont dérivé et un certain nombre sont arrivés sur le sol américain. Et il y a même eu des victimes. Et alors, justement, après la guerre, je crois que c'est en 1946, une famille dans l'Oregon se promenait donc après la guerre dans les forêts de l'Oregon et ils sont tombés sur un de ces ballons qui était accroché à un arbre. Et par inadvertance, ils ont déclenché le mécanisme de la bombe. Ils sont tous parce morts. que voilà, quand on dit ballon incendiaire, c'était des ballons avec des bombes, hein. C'était pas des lanternes thaïlandaises. Hein. Voilà. Enfin, oui, c'est pas du tout ça. C'était des pas gros des ballons ballons. baudruche non plus. Voilà, c'est des gros ballons. Alors ils étaient en papier. Hein. C'est les Japonais avaient construit ces ballons en papier, mais ils étaient. Alors beaucoup se sont perdus évidemment dans le Pacifique, et un certain nombre sont arrivés. On en a retrouvé jusque dans le Montana, à l'intérieur du territoire américain, et on a continué à en retrouver dans les années 50 et encore de temps en temps, on en trouve encore aujourd'hui. Oui, parce que là, la famille dans l'Oregon en 1946, c'est juste un an avant le cas de Kenneth Arnold, en fait. Donc, c'était quand même assez proche. On comprend du coup mieux qu'il ait eu cette envie de communiquer ça parce que c'est encore frais, en fait. Voilà. Alors, en fait, il faut comprendre qu'entre le nord-ouest des États-Unis, où les gens vivent avec ce souvenir de ces attaques et de ces alertes, ils vivaient constamment dans un état d'alerte. Il y a eu des alertes à Los Angeles et San Francisco où la DCA s'est mise à tirer sur des lumières pendant la guerre. Alors maintenant, on considère que c'est des histoires d'ovnis. À l'époque, en 44 ou 43 ou 42, ils ne parlaient pas d'ovnis, ils parlaient d'engins ennemis. Mais donc, il y a eu tout un tas d'affaires comme ça qui ont entretenu un climat de tension. Et alors que, évidemment, après, en 47, par exemple, tout ça, ça retombe. Et notamment sur la côte Est. Mais dans le Nord-Ouest, notamment des gens comme Arnold, qui sont des pilotes, ont le souvenir très vivace de cet épisode-là. Oui, les réflexes sont encore là, quoi, effectivement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il réagit différemment. C'est pour ça qu'il a cette idée de rapporter ces choses-là et qu'il est un peu désemparé quand il voit la réponse qu'on lui fait, en fait. Oui, là, c'est très clair de dire, mais attendez, c'est super important ce que je dis, et vous le prenez à la rigolade, mais vous êtes des malades, quoi. Ouais, effectivement. Alors, il faut savoir que s'il avait rapporté ces observations en 43 ou 44, personne n'aurait plaisanté. C'est ça. Bah oui. C'est ça la différence. C'est que, par exemple, en 42, 43, quand il y a eu comme ça quelques alertes où des gens ont signalé des lumières dans le ciel ou des objets étranges, il est arrivé quelquefois que certains journalistes, éditorialistes fassent des commentaires un peu humoristiques. L'armée et le gouvernement les a rappelés à l'ordre
en leur disant « Vous n'avez pas le droit de vous moquer des citoyens américains qui font leur devoir. » Ouais, puis c'est la sécurité nationale dont vous vous moquez, quoi. C'est ça. Donc, il faut bien voir le contraste immense entre ce qui se passe pendant la guerre, entre Pearl Harbor et la victoire, et ce qui va se passer en 1947, où en fait, l'affaire va totalement se retourner. Et ce qui était un sujet sérieux avant va devenir un sujet de plaisanterie. Alors, évidemment, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est que en 1947, on est dans une espèce de creux de la vague. C'est pas encore la guerre froide. La guerre froide commence, mais c'est pas encore le pic de 51-52. Et évidemment, on est loin encore de Spoutnik en 57. Mais donc, on est dans un moment de relâchement entre la tension pendant la guerre et ce qui va devenir la guerre froide dans les années 50. Ce qui fait qu'en fait, à ce moment-là, on a l'impression que les Américains n'ont pas envie de remettre le couvert, en fait. Ils ont envie de respirer, voilà. Ils ont envie de changer un peu, de braquer de paradigme, quoi, effectivement. Voilà. Ouais. Et il y a quelques personnes comme Arnold qui sont toujours dans ce climat, parce qu'à cause du contexte local du Nord-Ouest, justement, à cause de ces histoires de bombes incendiaires notamment, mais pour le reste des États-Unis, en gros, ils ont tourné la page et ils n'ont pas envie de redébattre de ces choses-là. Mais par exemple, c'est vraiment c'est un phénomène tout à fait nouveau parce qu'en 1946, quand il y a les fusées fantômes au-dessus de la Scandinavie, puisque pendant tout le printemps et l'été 1946, on signale des observations de fusées énigmatiques au-dessus de la Scandinavie, là par contre, c'est rapporté sérieusement. C'est pris très au sérieux. C'est pas traité à la rigolade. Donc on voit bien que ça s'est joué à quelques mois, cette histoire, en fait. Mais c'est presque un mécanisme de défense de prendre ça sous le ton de l'humour, alors, en fait, de la part de certains médias. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une coupure qui s'est instaurée entre la guerre, les tensions qui ont suivi immédiatement la guerre en 1946, et puis en 1947 où on est passé à autre chose, quoi. Il y a un nouveau contexte qui s'est mis en place. En même temps, on discute d'armes secrètes, on discute de tout ça, mais par exemple, les missiles guidés, qui sont des sujets, dès qu'on parle d'armes secrètes, à ce moment-là, en 1947, on parle l'expression, c'est guided missiles, missiles guidés. On le voit partout. Et c'est l'objet de plein de dessins humoristiques, y compris avant que Kenneth Arnold rapporte son observation. Donc, en fait, on voit qu'il y a déjà ces sujets sont devenus la proie des caricaturistes. Et donc, en fait, il y a un climat qui a évolué. Mais en fait, ces choses-là, encore une fois, au début des années 50, ça va à nouveau évoluer dans une autre direction. Ouais, donc, complètement. Ça, c'est des choses c'est des variations locales, en fait. Et je dirais que le problème de Kenneth Arnold, c'est qu'il a rapporté son observation au mauvais moment, d'une certaine façon. Et au mauvais endroit, alors, au mauvais endroit, pas de son point de vue, mais comme l'histoire va aller dans tous les coins des États-Unis, ben, les gens sur la côte Est ne sont pas disposés de la même façon que dans le Nord-Ouest. C'est pas le même état d'esprit. Et puis, il faut savoir que pour un gars qui habite New York ou Washington, le Nord-Ouest, c'est pas le Kentucky, mais en gros, c'est un peu des sauvages, quoi. Voilà. C'est une région qui est pas très touristique, c'est pas la Californie. Et c'est des cow-boys, quoi. C'est ça. Et puis, selon les États, on sait qu'aux États-Unis, ils ont une façon parfois très différente de penser. Alors, il y a des cultures locales, évidemment, oui. Et bon, mais Kenneth Arnold, il appartenait à ce petit milieu des pilotes. C'est quand même un milieu à part. Donc, ça permet de comprendre aussi pourquoi lui, il a pris ça au sérieux, parce qu'il était fasciné par l'aviation. Il avait appris à piloter. Et puis, le milieu des pilotes, c'est vraiment un milieu cloisonné, c'est un réseau. Ils se connaissent tous. Et puis, ce milieu, il est rempli de rumeurs sur les armes secrètes et toutes ces questions-là. Donc, Kenneth Arnold, c'est pas un citoyen lambda. Il se préoccupe de questions qui ne préoccupent pas autant le reste des Américains. Ouais, la technologie aéronautique en avance, c'est quelque chose qui va le passionner, quoi. Voilà. Alors que l'Américain moyen, ça va pas l'intéresser plus que ça, quoi, tout simplement. Pas autant, quoi. Donc, en 57, quand Spoutnik est lancé par les Russes, là, je vous garantis qu'ils s'intéressent tous aux satellites. Hein. Ça a été un choc. Tous les gamins veulent s'inscrire en fac de sciences. Donc, ça a été un phénomène absolument stupéfiant. Le nombre de carrières scientifiques qui sont nées en 57, il y a eu un espèce de
de boom comme ça pour les études aéronautiques, astronautiques et autres. Mais voilà, il y a des variations locales, il faut les comprendre parce que sinon, en fait, on ne comprend pas bien cette histoire. C'est vrai que c'est un éclairage extrêmement intéressant. Et en plus, comme vous l'aviez dit, son premier réflexe, lui, c'est d'aller s'exprimer, ou en tout cas chercher les renseignements auprès de sa communauté de pilotes. Et puis là, quelque part, on lui dit, mais on ne sait pas ce que c'est, quoi. Donc ça doit encore plus attiser sa curiosité, malgré tout. Alors les pilotes, ils racontent que le premier pilote à qui il a parlé, c'est Al Baxter, qui dirige l'aérodrome de Yakima où il se pose. C'est quelqu'un qu'il connaît bien. Et il dit, Baxter m'a accueilli avec, comment dire, sur un ton un peu indécis, quoi. Il lui a dit, t'es sûr que t'as bien vu? Donc déjà, on voit qu'il y a un certain scepticisme. Mais, une résistance, ouais. Voilà. Mais il réunit un groupe de pilotes, ils discutent, et il y en a un qui dit, ça doit être des missiles guidés de la base de Moses Lake, qui est une base de l'armée qui est voisine. Et donc, bon, pour lui, c'est ça. Mais il aimerait avoir une réponse un peu plus positive, quoi. Et alors, il se trouve que dans les années 90, j'ai retrouvé le fils de Al Baxter, Richard Baxter, que j'ai interrogé et qui m'expliquait qu'il était là ce jour-là. Et donc, il se souvient d'Arnold. Il a assisté à la conversation. Voilà. Et il m'explique qui étaient les autres qui étaient là. Donc, j'ai les noms des autres personnes, au moins d'une partie des gens. Il y avait un Français d'ailleurs parmi eux, un type qui s'appelait Jacques Filiol. Et en fait, il faut savoir qu'une partie des pilotes qui étaient des pilotes privés mais professionnels dans ces régions, en fait, leur métier, c'était d'ailleurs, c'est un métier très décrié depuis déjà pas mal de temps. Leur métier consistait à épandre des pesticides ou des engrais avec leurs avions, vous savez, au-dessus des champs. Ils sulfataient les champs. Voilà, effectivement, ouais. Voilà. Et donc, il y avait comme ça toute une communauté de gens qui vivaient de ça, et un certain nombre d'aérodromes où Arnold faisait escale. Les pilotes qu'on trouvait dans ces aérodromes étaient des gars qui étaient des espèces de types qui volaient sur des biplans, enfin des trucs absolument improbables, et qui comme ça épandaient des engrais ou des trucs comme ça sur les sols, qui vont être remis en question par Rachel Carson à la fin des années 50. Il va y avoir des lois contre ça et tout, mais bon, c'est pas le débat à l'époque. Et donc tout ce milieu en fait est un milieu c'est une communauté en fait assez soudée et de gens qui ont leur culture en fait. Et donc Arnold, il faut bien comprendre qu'il passe entre la période de la guerre, cette hantise d'une attaque, ces histoires de ballons japonais, il va les évoquer d'ailleurs avec certains journalistes, il va leur dire, mais moi si je vous en parle, c'est à cause des histoires de ballons japonais, souvenez-vous de cette histoire. Et donc il y a les pilotes, enfin, il faut vraiment ancrer cette histoire dans le local et comprendre la différence qu'il va y avoir entre l'accueil qu'elle peut avoir localement et ensuite ce que ça va devenir quand ça arrive par exemple à New York. Le New York Times ne va pas en parler au début de cette histoire. Ils vont considérer que c'est pas sérieux. Le New York Times, d'autant que je puisse le dire, commence à en parler à partir du 4 ou 5 juillet. Oui, donc quand même, ils ont du retard à l'allumage, on peut le dire là quand même. Donc des grands journaux comme le New York Times considèrent que c'est une histoire du Nord-Ouest, quoi. Voilà. C'est pas sérieux. Mais par contre, voilà, la plupart des autres journaux en parlent, ça répercute la nouvelle et c'est pour ça que il va y avoir cette polémique. Mais il faut bien comprendre que cette polémique, c'est d'abord un vaste sujet de plaisanterie. C'est pour ça que quand les gens disent en 1947, les gens se mettent à croire en soucoupe volante, j'ai tendance à relativiser parce que pour le coup, moi je suis allé lire des articles et j'ai pas eu l'impression que les gens avaient été saisis de terreur ou quoi que ce soit à l'idée des soucoupes volantes. D'ailleurs, Ruppelt, qui est devenu donc le patron du projet Blue Book en 51-53, raconte que l'été 47, il passait ses vacances, je ne sais plus, en Californie, et il raconte comment les gamins dans les camps scouts s'envoyaient des assiettes en papier à la figure en criant sauceur. Donc ça permet de saisir l'état d'esprit de l'Américain moyen sur ces sujets, quoi. C'était pas la panique, on va dire. C'était pas Orson Welles. Hein. Donc on est presque dans la galéjade pour une partie de la population américaine, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas du tout d'inquiétude. En fait, c'est minoritaire et c'est d'abord. En fait, on parle tout le temps de croyances populaires. Moi, je suis tenté de parler d'incroyance populaire. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est d'abord pris comme un sujet de plaisanterie.
Ouais. Bon, bah, par contre, moi, là, maintenant, je suis très curieuse de savoir comment s'est passée cette réunion parce que le fiston Richard a dû dire d'autres choses parce que s'il était présent, quelle était sa vision des choses, lui, en tant qu'enfant? Je sais pas quel âge il avait, mais Alors, il était, je sais pas, mais il avait des, je pense, 17 ans, un truc comme ça. Ah Ou, oui, oui, voilà. grand il quand était même. peut-être oui, oui, il était déjà, il avait et, euh, et en fait, donc, il me raconte donc que Kenneth Arnold, il a confirmé en gros ce que je connaissais déjà. Kenneth Arnold est arrivé, a demandé à voir son père en privé, lui a raconté les faits. Après, ils se sont réunis, ils en ont discuté un peu, et puis Arnold après a continué son voyage. Donc, il n'avait pas de détails particuliers. Alors, il y a un ou deux trucs qu'il m'a dit qui m'intriguent parce que un des détails qui m'a intrigué, c'est que quand Kenneth Arnold part de Yakima et arrive à Pendleton, Mhm. il est accueilli par des pilotes qui sont déjà au courant. Ah, Ah, Et donc, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est les pilotes de Yakima? C'est-à-dire que l'hypothèse que tout le monde a fait, c'est que les pilotes de Yakima avaient appelé Pendleton en disant euh, allez voir Arnold là qui arrive, il a un truc à raconter. Ce qui ouais, montre qu'il y a déjà un petit intérêt pour la ouais, chose. voilà, il y a quand même il y a un intérêt de dire bon, là, il y a peut-être quelque chose à creuser, un sujet intéressant. est-ce que du coup, Kenneth en vol, est-ce qu'il a appelé la base en disant je vois quelque chose de Il particulier? n'y avait pas de radio, je pense. Alors, il avait une petite radio qui ne permettait pas de faire ça. Donc, il Mm. fallait qu'il attende d'être posé pour pouvoir. Il avait juste une radio qui recevait les informations météo et Ouais. trucs et les nouvelles des tours de contrôle. Je pense qu'il n'avait pas une radio suffisamment puissante pour engager vraiment ce genre de dialogue et tout. Il D'accord. évoque jamais. Alors, je sais que j'ai creusé parce que j'ai retrouvé quelqu'un qui avait un colère, qui avait même le numéro du colère de Kenneth Arnold. Le colère, c'est l'avion que Kenneth Arnold Mhm. avait. Donc, je suis même allé jusqu'à chercher la personne qui avait récupéré le numéro administratif, le numéro d'immatriculation de Kenneth Arnold, pour savoir s'il y avait un logbook, c'est-à-dire un carnet de bord, Mhm. dans lequel il y aurait des informations. Les infos, Bon, ouais. j'ai jamais réussi à trouver suffisamment, mais j'ai retrouvé les gens. J'ai retrouvé la personne qui a racheté l'avion d'Arnold et, euh, et qui a racheté le numéro d'immatriculation. Et donc, ce qui m'a permis d'avoir des photos du cockpit, de l'intérieur. Alors, j'ai pas tout en mémoire, mais en gros, il avait une petite radio, mais je sais plus si elle recevait uniquement ou elle permettait de communiquer, mais vraiment avec les tours, les tours locales. Ça Ouais, il permettait, fallait vraiment être sur permettait, place, quoi. voilà, Ouais. ça permettait pas d'engager une discussion comme celle qu'on a maintenant, quoi. Donc, Oui, mais voilà, s'il avait pu émettre, il aurait pu juste mentionner qu'il avait vu quelque chose d'anormal et ça aurait expliqué pourquoi quelqu'un l'attendait à la base, en fait. oui, mais je pense qu'il devait limiter les communications à des choses qui étaient Mm. vraiment du style j'atterris, je Oui. décolle ou des Des choses de messages ce genre. d'urgence, voilà, Voilà. des choses Ils comme n'utilisaient ça, pas quoi, la effectivement. radio pour des discussions. Alors, et en tous les cas, alors ça, c'est un point j'ai jamais réussi vraiment à éclaircir parce que, donc moi, au départ, je pensais que c'était des pilotes qui avaient téléphoné à Pendleton. Mm. D'après les souvenirs du fils Baxter, c'est lui qui aurait téléphoné. Alors, il n'a pas su me dire vraiment à qui. Mais il pense dans son souvenir qu'il a téléphoné à Pendleton et aussi qu'il a téléphoné à sa femme, ce qui est pas incohérent. Mm. J'imagine qu'il tenait sa femme au courant quand il se déplaçait, Je quand viens il était loin, il devait lui d'arriver. dire voilà, je rentrerai ce soir ou pas, etc., Oui, etc. oui, 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 ça Voilà. paraît effectivement cohérent. Et donc, Effectivement. est-ce que c'est lui qui a prévenu Pendleton? Parce que quand il le raconte après, il feint la surprise. Donc, c'est peut-être les autres qui ont. Mais vous voyez, il y a Mm. un certain nombre de détails, en fait, on dépend de la mémoire biologique des gens. Ça n'a Ouais. pas été mis par écrit, ça, tout de suite. Ouais. Ouais, Donc, ouais. après, c'est sujet à discussion. Bon, voilà. Enfin, Bon, mais ceci dit, enfin, ça change pas la structure générale de l'histoire, on va dire. Non, mais c'est intéressant de savoir comment se sont passés. C'est le tout premier témoignage, en Ah fait, oui, bien quand il sûr. va Oui. parler de ça à la base et à ses collègues. Et le tout premier témoignage, je trouve ça important de voir comment ça a pu se passer. Après, c'est vrai que là, maintenant, bah, c'est vieux, donc il y a des éléments qui manquent. Et Mais en fait, ça moi, remet tout dans le contexte. voilà. C'est pour ça que moi, j'ai cherché beaucoup et j'ai été obsédé par cette histoire, de cette idée de retrouver un témoignage à d'Arnold vraiment contemporain des faits. Mmh. Et c'est ce qui m'a conduit à retrouver cet enregistrement radio dont on a parlé la dernière fois. qu'on a Parce mis en qu'en fait, ligne d'ailleurs, hein, voilà, effectivement. après, euh, donc après avoir parlé aux journalistes, le lendemain, les journalistes publient, donc l'affaire démarre. Et là, il se trouve que
à Pendleton, il y a non seulement des journalistes qui travaillent pour l'Associated Press, mais il y a aussi d'autres journalistes qui travaillent pour United Press, qui est l'agence de presse concurrente. Et donc, ces journalistes de United Press, eux, ils n'ont pas un journal, ils ont une radio. D'accord. Et c'est là où le journaliste qui fait les nouvelles, alors c'est une petite radio, pareil, qui émet localement, on va dire, et qui a un bulletin d'information à midi tous les jours. Et c'est donc le 26 juin, à midi, que Kenneth Arnold est reçu par la station et qu'il fait son témoignage. Oui, parce que c'est en direct, donc. Ok. Voilà, c'est en direct. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils vont enregistrer, ils vont graver un disque en gravant l'émission dessus. Et alors, évidemment, ce truc avait complètement disparu parce que donc Kenneth Arnold va repartir avec. Je suppose qu'il va le garder un certain temps. Et dans les années 50. Il faut rappeler, Pierre, qu'à l'époque, et ça a été le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'était pas rare pour des soldats de recevoir des disques, c'est-à-dire des messages de leur famille, de leurs enfants, des choses comme ça. Enfin, il y avait les lettres, mais il y avait aussi les disques. On le voit dans le film Le Monument Man, où à un moment, un des acteurs passe le disque de sa fille pour Noël. Voilà, enfin, c'était quelque chose de... Ah, je ne me souvenais pas de ce détail. Ouais, mais voilà, moi, ce que j'ai découvert à l'époque, quand j'ai enquêté, c'est que un des moyens que Kenneth Arnold utilisait pour correspondre avec certains de ses amis, comme il n'aimait pas trop écrire, mais en fait, il avait acheté une espèce de dictaphone qui gravait des disques. Un truc dérivé des machines d'Edison, et c'était des disques souples, et donc en fait il parlait, ça gravait, et puis après il le mettait à la poste et il l'envoyait comme ça. Et donc Ray Palmer, le fameux Ray Palmer, chez lui il y a un lot de ces disques qui sont des courriers de Kenneth Arnold, je sais pas comment dire ça autrement. J'en ai un ou deux d'ailleurs. Tous les disques n'ont pas dû arriver entiers quand même. Ben, en fait ils étaient souples, donc aussi ils ont plutôt bien survécu, j'en ai pas trouvé qui étaient cassés. Oui, voilà. Et donc, évidemment, s'ils étaient pliés véritablement, là, c'est problématique pour les écouter. Mais ceux que j'ai vus ils étaient plutôt en bon état. Et j'en ai, le fils Palmer m'en a donné 2 sur lesquels il y avait des petites choses qui étaient gravées dessus, justement parce que à l'époque, j'avais essayé de trouver un moyen de les transcrire. Mais dans les années 80, oubliez quoi, c'était juste un casse-tête pas possible. Pierre, vous n'allez pas me croire. Je ne le crois pas moi-même. Mais nous sommes déjà. Eh oui. Oui, je craignais ça. Non. Attendez, c'était une heure parfaite. Enfin, je veux dire, là, on a appris des choses que je pense peu de gens savent. Au contraire, je trouve ça fabuleux et c'est aussi le but de ces émissions, de pouvoir laisser le temps aux chercheurs de s'exprimer, de donner ces petits détails qui sont purement très importants. Je veux dire, Là, honnêtement, 7 heures d'émission, j'espère qu'un maximum de personnes va l'écouter parce que là, vous avez dit des choses que très peu de gens savent sur le contexte de l'observation de Kenneth Arnold. Moi, mais vraiment, je vous dis, Pierre, ravi qu'on ait fait cette émission. Je ne sais pas Camille, hein, mais là, j'ai l'impression de me coucher beaucoup moins bête. Moi, j'adore tout ce qui est détails replacés dans le contexte, avec la psychologie aussi du personnage. On comprend mieux, en fait, ce qu'il a vécu, ses actions, pourquoi il est passé par telle ou telle chose, et ses discours, comment il peut en parler. Tout replacer à la base des choses, ça permet de mieux comprendre la suite. Et moi, je suis ravie d'avoir justement tous ces détails-là. Et je me dis, oui, tout rentre pas dans une émission, et on en fera 2, c'est pas grave. Ça me ravit parce que ça va nous permettre de vous réinviter très rapidement pour que vraiment on continue cette chronique qui est, enfin moi personnellement, je la trouve passionnante. J'espère que les gens qui vont l'écouter vont trouver autant d'intérêt que nous à l'écouter. Pierre, c'est vraiment extraordinaire. Cette heure que vous nous avez livrée, ce niveau d'information, c'est purement exceptionnel et vraiment je vous remercie du fond du cœur parce que là vraiment j'ai appris beaucoup de choses dans cette heure, vraiment. Merci pour l'invitation. Donc il faut que vous fassiez votre livre. Hein. Oui, mais en fait tout ça et puis il y a plein d'autres détails. Le problème c'est que bon là vous voyez c'est juste les premiers jours donc voilà. Mon livre en fait au départ il devait traiter justement l'affaire Arnold, mais peu à peu je me suis retrouvé à traiter. En fait je vais jusqu'à aujourd'hui quoi. J'ai essayé de comprendre les différentes phases de l'histoire des ovnis.
Mais évidemment, Bien, toute la c'est- période du début, les premiers mois, les premiers jours, donc les premières semaines, premiers mois et puis les premières années, j'ai accumulé un nombre de détails. Et puis, je me rends compte qu'en fait, comme personne n'a fait ce travail d'enquête, alors depuis, Voilà. il y a quelques personnes qui ont travaillé sur la vague de 47, mais pas sur l'histoire d'Arnold de manière aussi fouillée. Et Aussi puis, fouillé, il y a tout un tas d'aspects que j'ai creusés qui n'ont pas intéressé les autres personnes. Bah, justement, tout ce qui est Ray Palmer, tout ce qui est les milieux de la science-fiction, tout ce qui est la manière dont le cinéma va se brancher là-dessus. En fait, toutes ces questions-là, moi, j'ai essayé de les explorer et de voir comment les premiers groupes ufologiques se sont constitués. Donc, vraiment, la charnière entre ces groupes et ce qu'on va appeler donc les groupes sous-coupiques ou ufologiques après. Et tout ça, je l'ai creusé, oui, avec un niveau de détail très, très grand. Alors, le problème, après, c'est de le restituer parce qu'il y a tellement de détails que c'est facile J'ai de dit noyer qu'il y les aurait gens. un épisode Mais- 2, mais je pense qu'il Ouais, va y en avoir beaucoup plus. Il va y avoir Ouais. quelques épisodes. Nous, Pierre, tant que vous ne serez pas fatigué de nous entendre et de faire les émissions chez nous, on vous accueillera avec énormément de plaisir. Vraiment, Gros kiff. c'était super. Ce que je vous propose, on va arrêter cette émission-là, puisqu'encore une fois, on veut respecter le format d'1 heure. On vous invite bien sûr, si vous avez trouvé cette émission intéressante, distrayante, enrichissante, à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Ça permettra à l'algorithme Facebook YouTube, pardon, de la rendre plus attractive, Simplement plus à nous visible. montrer que ça vous a plu. Aussi. Hein. Et n'hésitez pas à commenter, à dire à Pierre ce que vous avez pensé de l'émission. Voilà. Dites-nous si cette émission vous a plu, si vous en voulez d'autres. Moi, je sais que j'en veux d'autres, réellement. Donc, Pierre, un grand merci encore une fois. C'était une émission extraordinaire. Je n'ai pas peur d'utiliser le mot. Camille, Merci beaucoup. Camille, on va arrêter l'émission pour aujourd'hui ici. Oui. Pierre, vous retrouverez toutes les informations sur le site de Pierre en description et aussi la page YouTube de Crank avec des vidéos voilà, allez bien sur le projet intéressantes Crank. aussi. Allez sur le projet Crank. Et puis, Pierre, vraiment un grand merci, mais vraiment du fond du cœur. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne du MUFON France. Et on reprend la Merci. suite. Merci. À Merci bientôt. beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup.